Bien, bonjour. On l'a répété plusieurs fois, je m'appelle Frédéric Boucherie. J'ai 53 ans. J'ai écrit mes premières lignes de code en 83, j'avais 11 ans. Donc ça fait 42 ans que je fais du développement. Et que j'en fais ma passion. J'adore ça et dans mes conférences, depuis de nombreuses années, je parle de codage, complexité, d'architecture, de pragmatisme, un peu de toutes choses. Et pour préparer cette conférence, j'ai été pris d'un doute. À l'heure de l'IA, est-ce que ça a encore un intérêt ? Franchement, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs ? Il y a des IA, elles font le boulot pour nous. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à être ici en fait ? Du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On en parle, on n'en parle pas ? Oh non, allez. Merci, vous avez des questions ? Bon, vous doutez bien que j'ai quelque chose à dire quand même. Clairement, il m'est arrivé une mésaventure dernièrement. Je dois développer une application de quiz pour un événement qui a lieu la semaine prochaine. Et je suis développeur back. Je travaille chez CCM Benchmark dans l'équipe Open Data. Je fais beaucoup de data, beaucoup de back. Le front, c'est pas mon champ d'expertise. Voilà, je galère toujours quand je dois faire des feuilles de style. Et clairement, j'ai lâché la rampe sur les frameworks JS parce que ça change toutes les semaines. Du coup, j'ai vibe codé. J'utilise l'IA depuis longtemps, mais là, l'objectif, c'était de créer une application entière à partir d'un agent. Donc, j'ai créé un fichier Markdown dans lequel j'ai fait toutes mes spécifications fonctionnelles, techniques, quels étaient mes besoins, qu'est-ce que je voulais faire. Et quand j'ai lancé l'agent, alors c'était Gemini Code, parce que j'ai un abonnement pro sur Gemini. Le résultat était intéressant. Et il y avait plein de choses, c'était pas tout à fait ça que j'avais imaginé. Et là, je me suis mis dans la peau de mon product owner qui râle en permanence, qu'on comprend pas ses besoins. Et là, c'était exactement ça. L'IA n'avait pas compris mon besoin, enfin sur certains aspects. Donc je l'ai accompagné pour corriger un petit peu, pour l'enrichir. On a corrigé des bugs. Vous savez, on corrige un truc et puis du coup, ça pète ailleurs. Et à un moment, à force de corriger, là, plus de crédit d'IA. J'avais tout cramé. Et donc, j'étais un peu embêté. Alors, j'ai rajouté un petit peu d'argent. Et en 2 jours, j'avais plus de crédit d'IA. En fait, mon fichier de spécification était assez conséquent. Et surtout, c'était une application Vue.js. Et il y avait un seul fichier avec pratiquement tout. Il y avait le template, les scripts, il y avait tout. Ça prenait beaucoup de place, il y avait plusieurs milliers de lignes. Oui, à force d'itérer, il a enrichi, et ça devenait assez compliqué, ce qui fait qu'à chaque fois que je demandais quelque chose, il le balançait en contexte, et ça faisait beaucoup de tokens, et là, mon crédit d'IA, il fondait comme neige au soleil. Donc j'ai lâché prise, et j'ai dit, tant pis, je vais faire moi-même. Donc j'ai repris la main, j'ai resegmenté le code, j'ai redivisé, j'ai appris des choses sur Vue.js. Vous voyez, je fais du JS quand même. Et au final, ça marche. Voilà, je vais pouvoir le présenter la semaine prochaine, je suis content. Mais c'était chaud quand même. Du coup, j'en tire un enseignement. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui, là, vont se lancer dans l'utilisation de l'IA, j'ai mal pour vous d'avance. Clairement, s'ils ne sont pas accompagnés, c'est-à-dire que toutes ces sociétés là qui se créent, qui vont prendre un stagiaire, un jeune qui n'a pratiquement pas codé, et lui dire « va prendre une IA, vas-y, va coder », oui, il va y avoir un résultat, ils vont avoir une application. Mais ça risque d'être très compliqué. Surtout si la bulle IA éclate, on parlait de la hype ce matin avec Alain, clairement si la bulle IA éclate et que les services disparaissent ou que d'autres augmentent très sensiblement leur prix, je pense que ça va leur coûter très cher. Ça coûte cher à partir du moment où il n'y a pas de développeur derrière. C'est ça le problème qu'il y a majoritaire. C'est que si on mise tout sans avoir les compétences de développement derrière, ça risque d'être extrêmement compliqué. Des sociétés ont commencé à faire des petites études à leur niveau sur l'utilisation de l'IA et sont aperçus qu'ils avaient une augmentation de 25% des bugs déclarés par leurs clients. Une augmentation des bugs déclarés par les clients. Un bug, ça peut coûter cher.
Il suffit qu'on gère des flux financiers ou même des bugs de sécurité, ça peut coûter extrêmement cher. À nouveau, s'il n'y a pas de développeur derrière pour essayer de contrôler un petit peu tout ce qui se passe. De même, on s'est aperçu que la maintenabilité était fortement dégradée. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé des logiciels. C'est un moment, en tout cas une durée, où à un moment le logiciel finit par se dégrader et il est beaucoup plus compliqué de l'enrichir. Ça nous coûte très cher finalement l'enrichir. À un moment, on craque et on repart de zéro complètement. Et bien là, avec ces IA, l'espérance de vie en bonne santé est descendue à 12 mois, divisé par 3. Moi, quand j'ai regardé le fichier qui m'avait été créé, dedans à l'intérieur, il y avait beaucoup de code inutilisé. Il y avait de la duplication. Alors, il y avait du code mort, il n'a pas fait le ménage, tout simplement parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à lui faire ajouter des fonctionnalités, il m'en a pété d'autres. Parce qu'il impactait le code à plusieurs endroits. J'avais dit, tu fais les modifications au endroit où je te le demande, casse pas tout le reste. Du coup, il cassait rien, ce qui fait que quand il corrigeait, quand on demande de corriger un bug, il va corriger spécifiquement le problème, mais il va laisser le reste. Et le code s'enrichit, et il y a toute cette boue qui vient se coller au fond, et ça devient impossible à gérer. Donc aujourd'hui, clairement, en tout cas maintenant, les IA, si elles ne sont pas accompagnées par des développeurs, ça risque d'être extrêmement compliqué pour elles. Donc au final, on a encore besoin des développeurs. On a besoin de vous. Donc je peux revenir sur mon sujet. Parler un petit peu de code sale, que font les humains. Alors, déjà nous, pourquoi on écrit du code ? Pourquoi on le structure en modules, classes, méthodes, packages et autres ? Pourquoi on le segmente comme ça ? Après tout, la machine, elle peut interpréter le code, vous mettez des variables V1, V2, V3, V4, ça ne posera aucun problème pour la machine. Nous, on l'écrit, on lui donne un sens pour que derrière, on puisse le reprendre. Je vous parlais tout à l'heure de la maintenabilité, et c'est là tout le problème du code aujourd'hui, c'est que le code que vous écrivez aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il soit repris plus tard pour être amélioré, corrigé, repris par un humain. Imaginez-vous que le code qui sera repris plus tard, il sera repris par un psychopathe qui connaît votre adresse. C'est Martin Fowler qui disait n'importe quel idiot peut écrire du code qu'un ordinateur peut comprendre, seuls les bons programmeurs écrivent du code que les humains peuvent comprendre. Et c'est ça, un bon programmeur, il va écrire du code qui sera repris par d'autres humains. Moi, j'ai ma phrase fétiche que j'utilise tout le temps, n'oubliez pas, vous êtes votre futur legacy. Ce que vous écrivez aujourd'hui, c'est ce qu'il va falloir entretenir plus tard. Du coup, pour éviter de passer pour des imbéciles plus tard, on va essayer d'écrire les choses proprement. Qui, parmi vous, écrit du code propre ? Levez la main. Ok. Bon, attendez, on va faire différemment. Qui écrit du code sale ? Oh. Vous êtes développeur PHP peut-être ? Je suis développeur PHP. Entre nous, quand on se moque des développeurs PHP, je trouve que les développeurs JS ferment un peu leur gueule. On en parle tout de suite, les développeurs JS ou pas ? Oh, pardon. On en parle de cette ligne de code ou pas ? Non mais, les développeurs Rust, ils peuvent pas rigoler parce que là actuellement, ils sont en train de sacrifier des poussins en espérant que le compilateur veuille bien accepter leurs 2 lignes de code. Les développeurs C, poupouille, sponsorisés par la NSA, on sait, avec toutes vos failles de sécurité. Et clairement, les développeurs Java, eux, ils n'ont aucun problème. Ils ont des problèmes factory. Interface. Ouais. Python. Les rois du monde. Alors, si on fait du machine learning, c'est peut-être... OK ? Qu'on soit d'accord. Bref, vous l'avez compris, si je me moque un petit peu des langages informatiques, c'est que ce qu'on appelle propre, pas propre, c'est quand même très relatif, comme disait Einstein. Finalement, c'est
en fonction du langage, ce que nous, on considérera comme propre chez certains ne sera pas considéré comme propre pour d'autres. Au sein d'une même communauté, on peut avoir des pratiques dans certains frameworks, ceux qui font du PHP, qui font du Laravel, vont faire des choses que les développeurs Symfony considéreront comme ça. Est-ce que vous voulez des exemples ? Non, je ne vous en donnerai pas. Je ne veux pas avoir de problème. Mais clairement, même dans vos équipes, dans vos entreprises, entre différentes équipes, il peut y avoir des différences, des choses qu'on considère comme propres, considérées comme sales par d'autres. Vous-même, le code que vous écrivez aujourd'hui, ce sera sale plus tard. Vous allez le regarder et vous allez faire « Ah, c'est moi qui ai écrit ça ». Et en fait, c'est ça, c'est que la notion de propreté, la notion de saleté, c'est quelque chose qui est, somme toute, très très relatif. Regardez ce magnifique bout de code. C'est du PHP, ça se voit, c'est écrit en haut à gauche. Il n'y a pas d'accolade. Il y a des prints, des if and if, for and for. Il y a même un goto. Alors tout de suite, j'en vois qui regardent ça en faisant « Je savais que c'était dégueulasse, PHP ». Attendez. Qu'on soit d'accord, le PHP, à la base, c'était un langage de templating. Ça permettait de rendre du HTML dynamique côté serveur. On intégrait directement dans le code des morceaux de langage qui permettaient justement de le rendre un peu dynamique. Et vous voyez, les for each and for each, c'était très pratique parce qu'avec les accolades, on a un peu de mal à les voir. Là, c'était un peu plus facile, on va dire. Mais ça, c'est comme ça qu'on pratiquait il y a 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, plus aucun développeur en PHP n'écrit de cette façon. Ça, c'était normal. Aujourd'hui, on regarde ça, on dit c'est sale. Ce n'est pas un code propre, clairement pas. Donc si on en revient à ça, ce qui est intéressant, c'est l'histoire du goto. Le goto a été introduit en 2009 dans la version 5.3 de PHP. Il n'existait pas avant. Un malade, un jour, qui s'est dit « Tiens, si je mettais un goto ». Alors on rigole pas, mais en C, C++, il y a du goto, on peut même en avoir en Python. Bon là, c'est un décorateur, mais ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à la genèse du goto. Le goto, comme je vous disais, c'est quelque chose qui était normal à une période. La grande période du basique ou de l'assembleur. Moi, j'ai fait beaucoup d'assembleurs avec les JPZ, JPNZ, etc. On écrivait des magnifiques diagrammes d'algorithmes avec des renvois en haut, en bas, etc. Faire du goto, c'était complètement normal à cette époque. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le goto, non, on va éviter ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que entre aujourd'hui et cette époque, il y a des ingénieurs qui se sont dit, bon là, le goto, ça part dans tous les sens. Rappelez-vous, il n'y avait pas les IDE, on ne pouvait pas faire CTRL-clic. Et du coup, c'était très compliqué à suivre l'exécution du programme. Du coup, des ingénieurs ont imaginé ce qu'on a appelé la programmation structurée. Programmation structurée, on interdit de faire des breaks, on interdit de faire des continues, et il doit y avoir un return à la fin, pas avant. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une bonne pratique. Je vous montrerai quelques exemples après. Mais donc le goto, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, il y a consensus là-dessus en tout cas, c'est pas très propre. Alors, pourquoi je voudrais vous parler de code sale ? Voilà, j'insiste sur le code sale, la notion de sale. Déjà parce qu'il y a plein de bouquins qui existent sur le code propre. Il n'y a pas de livre de Monsieur Martin, Robert de son prénom. Je vous laisse regarder sur Internet les polémiques autour de ce personnage. Voilà, vous ferez votre opinion vous-même. Mais il y a aussi d'autres livres qui sont très intéressants sur le codage et sur le codage propre. Moi, je voudrais vous parler de sale, justement, parce que autant sur le code propre, il y a débat sur certains aspects, autant sur le sale, il y a un relatif consensus. Le goto fait partie des consensus. Donc c'est plus facile de dire on va identifier ce qui est sale pour éviter de le faire. Et s'il n'y a pas trop de sale, ce sera un peu plus propre. C'est une autre approche. Mais est-ce que sale, c'est mal ? Regardez cette courbe. En vert, un code propre, en rouge, un code sale. C'est le temps qui passe et l'énergie qu'il faut pour l'entretenir. Quand on part sur un code sale, vous savez la fameuse POC qui va en prod. Le code sale nécessite moins d'énergie au départ
mais très vite va être plus difficile à entretenir. Du coup, à un moment, ça sera extrêmement difficile, on ne pourra pas avancer, on va être obligé de tout casser. Le code propre nécessite plus de réflexion, nécessite plus d'énergie. Il faut qu'on y pense, il faut qu'on le structure. Ça prend plus de temps, mais par contre, ça tient un peu mieux sur la longueur. Le problème de tout ça, on pourrait se dire, on va faire propre d'entrée. Oui, mais quand on fait sale au début, généralement, c'est pour aller vite, le quick and dirty, vous savez. Et si vous avez un business à développer, si vous avez quelque chose à démontrer, il peut être intéressant de très vite proposer quelque chose pour voir un peu comment ça va fonctionner, et ensuite de nous appuyer là-dessus pour développer notre business. Moi, je connais des entreprises, beaucoup drivées par des développeurs, des techs, qui ont décidé de faire les choses proprement d'entrée et qui ont mis un temps fou à avoir quelque chose qui fonctionne. Résultat, plein de concurrents leur sont passés devant. Donc, ça serait bien de trouver un entre-deux quand même. Alors ça, c'est l'IA, qu'on soit d'accord ? Moi, je préfère un code pas trop sale, qui fonctionne, qu'un code propre qui ne fonctionne pas. Rigolez pas, des codes propres, des gens qui font les choses hyper proprement, mais qui est tellement buggé qu'on n'arrive pas à avancer, ça existe. Donc, commençons à regarder un petit peu de code sale. Je vous en ai montré un petit peu, mais... Alors... Non, pas celui-là. Une classe Java. Là, il y a un truc vraiment bizarre dans cette classe qui est en base renderer. Il y a un fetch entity. Mais ce qui est bizarre, c'est que le fetch entity ne retourne pas, on ne l'affecte pas à une variable. Et si on va regarder dans la classe mère, on s'aperçoit qu'en fait, elle retourne void. Comment ça ? En fait, elle va requêter des informations dans une base de données et va populer une propriété de la classe mère qui s'appelle entity. C'est un concept. Replace avec une map, c'est qu'est-ce que ça va faire là-dedans ? Dedans, on voit qu'on utilise visiblement une propriété, parce que c'est pas une variable, mais si on avait mis this, au moins on aurait pu voir que c'était une propriété. Et puis ensuite, on fait un print de output, on ne sait pas d'où il vient. Bref, ça veut dire qu'on est obligé d'aller regarder dans la classe mère ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne. Et ça, c'est les premiers symptômes d'un code sale. C'est un code qui ne dit pas ce qu'il fait ou qui ne fait pas ce qu'il dit. Moi, je suis désolé, mais tout ce qui commence par fetch, find, get, c'est censé me retourner quelque chose. Si ça me retourne void, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, quand on appelle certaines fonctions, on doit savoir, quand on appelle cette fonction, on n'a pas besoin d'aller regarder derrière pour savoir ce qu'elle fait. C'est Corey House qui disait le code, c'est comme les blagues, si on doit l'expliquer, c'est qu'il est mauvais. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes en train de rigoler, mais combien mettent des commentaires pour expliquer leur code ? Moi, j'ai une technique qu'on appelle le commentless. Je fais le moins de commentaires possible. Ça veut pas dire que je n'en fais pas. Je vais mettre du commentaire pour apporter du contexte, pour apporter de l'information, mais mettre un commentaire pour dire « get user, cette fonction retourne à un utilisateur », ça n'a aucun intérêt. Celle d'en haut, ça n'a rien à voir, mais elle m'a fait rire. Le problème, il est là. C'est que si vous devez mettre des commentaires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre code, déjà, naturellement, par son nommage, doit vous dire comment il fonctionne, avant même d'aller regarder derrière. Ça, c'est du code en Delphi. J'ai fait beaucoup de Delphi à une époque. C'est pour vous expliquer pourquoi, parfois, certaines méthodes ne font pas ce qu'elles sont censées faire, ou en tout cas, elles font autre chose. Celle-ci, le développeur, il a créé une première fonction qui permettait d'aller vérifier si une donnée existait en base. Il fait sa requête SQL. Et ensuite, si ça n'existe pas, il va la chercher. Du coup, il faisait une deuxième fois la requête. Donc, il avait une autre méthode, un get ou un fetch, ou je ne sais quoi. Et il s'est dit, ouais, mais je fais 2 fois la requête SQL, c'est un peu dommage. Du coup, il a décidé que sa fonction retournerait nil si elle n'existe pas, et l'entité si elle existe. Oui, mais non, c'était pas existe, le nom de la méthode, il fallait la changer. Elle ne fait plus juste existe, elle retourne quelque chose. Et parfois c'est ça, c'est que vous allez avoir plein de fonctions, plein de codes, vous allez le changer, vous allez l'enrichir parce que vous avez des problèmes et autres, et vous allez lui faire quelque chose, mais vous allez
laisser le nom qu'il avait d'origine. Et ça, c'est un problème. Alors certes, il y a les problématiques de casse de compatibilité, mais ça, c'est des choses qui se gèrent. Mais d'une manière générale, dans la mesure du possible, si vous changez son comportement, modifiez, renommez votre variable, votre classe, votre fonction, pour qu'elle reflète ce qu'elle est censée faire. N'hésitez pas avec les idées aujourd'hui, franchement, on peut renommer une classe ou renommer une fonction très facilement, ça va renommer partout. À une époque, en effet, c'était plus compliqué, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. Utiliser des analyseurs statiques. Moi, je fais du PHP Stan. À un moment, quand une fonction est préfixée par is, as ou exist, elle retourne obligatoirement un booléen. Si elle ne retourne pas un booléen, la CI me génère une erreur et je ne peux pas déployer. Je fixe des règles. Faites du design testing. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'avais fait une conférence sur le design testing. Pour justement, on ne va pas juste tester l'exécution du code, mais on teste l'écriture du code lui-même. Non. I. Connaissez-vous les boucles for i? Tout le monde utilise la boucle for i. Mais i, pourquoi i? Rien qui me dise index et tout ça. Alors, en fait, elle a une histoire, cette variable i. En fait, dans les années 60, quand les développeurs ont créé le langage Fortran, dans ce langage, on doit déclarer le type des variables que l'on utilise. Et dans les boucles, très souvent, eh bien, on faisait des boucles for et on utilisait une variable. Et c'était toujours un entier. Et à un moment, ils se sont dit, oh, c'est pénible de devoir systématiquement déclarer les types. Et on va faire quelque chose, on va faire un truc où certaines variables, si on n'a pas déclaré le type, elles seront automatiquement considérées comme des entiers. Et c'était la lettre i pour integer. Quand on faisait un for i, si on ne déclarait pas le type, c'était automatiquement un integer. Et puis, comme il y avait parfois des sous-boucles, c'est le ijklmn, il y a 6 variables en Fortran qui sont automatiquement détectées comme étant des entiers sans avoir à déclarer. Et dans la documentation universitaire, c'est très utilisé en université, eh bien, on a fait beaucoup de formations et à chaque fois, il y avait la boucle for i et ça a été repris dans d'autres langages, etc., etc. Et aujourd'hui, les développeurs, naturellement, ils font une boucle, ils mettent i. Alors, ils vous disent index, mais non, en fait, c'était integer. Bon. Quand vous faites du PHP ou du JS ou des langages non typés, ben, finalement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Bon, admettons i, mais C. Il y a quoi dedans? Configuration, contexte, compteur, une ressource curl. Avant, c'était compliqué, on n'avait pas beaucoup de place, on raccourcissait un maximum. Aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt, surtout qu'avec l'autocomplétion, vous commencez à écrire votre variable et on vous complète automatiquement avec le reste. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Alors X, ok. Y, Z, on peut accepter. Moi, je pense que les développeurs ne savent pas écrire abscisse. Par contre, voilà, utilisez des analyseurs statiques pour vérifier que vous n'avez pas des variables courtes dans votre code et essayez de faire la chasse. Votre code doit être explicite. Le nom d'une variable porte du sens. Par contre, ne tombez pas dans les travers. Unified resource locator to activate user account in private mode. Déjà, unified locator, c'est URL. Hein. Unified resource locator, c'est URL. Les acronymes, quand même, on peut s'autoriser un acronyme. Là, ce qui me gêne, ce n'est pas le fait qu'elle soit longue, cette variable. C'est le fait qu'elle porte trop d'informations. Il y a des notions d'URL, des notions d'activation, de compte, de mode. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça aussi, il faut faire la chasse. Attention, une variable qui est trop longue, qui porte plusieurs sens, ça sent pas bon. Savez-vous ce que c'est que la subitisation? Levez la main ceux qui connaissent le mot subitiser ou la subitisation. Ah, ok. La subitisation, c'est la capacité qu'a le cerveau humain à dénombrer les choses sans les compter. Ici, il y a 4 pommes. Là, vous êtes en train de compter. C'est normal. Le cerveau humain, adulte, subitise jusqu'à 5, en moyenne. Il y en a qui arrivent à 6, il y a des records à 9, les très jeunes enfants, c'est 3. On peut analyser une information, à partir d'un certain niveau, on est obligé de passer dans un autre mode de compréhension. On va compter, et quand on tombe sur des choses comme ça, c'est du TypeScript, il y a beaucoup trop d'informations. En plus, c'est un constructeur. Il me faudrait une autre conférence pour vous expliquer pourquoi on fait pas ça dans un constructeur. Mais clairement, il y a trop d'informations, il y a trop de choses.
dans cette méthode. En plus, c'est rigolo, dans cette méthode, il y a plusieurs endroits avec des espaces, voire même des commentaires, comme s'il y avait des chapitres, ou en tout cas des paragraphes. Quand vous avez quelque chose qui est trop long, segmentez-le, mettez des petits bouts comme ça dans des méthodes privées. La méthode privée, c'est pas fait pour être réutilisée uniquement, ça peut être aussi fait pour justement extraire du code pour le rendre plus intelligible. Ce qui fait qu'après, votre grande méthode se résumera à un appel de plusieurs méthodes privées. Et comme ça, vous aurez une meilleure vue sur le fonctionnement de cette grosse méthode qui fait beaucoup de choses. Bon, là, c'est un constructeur qui fait trop de choses, mais ça, c'est un autre problème. Là-dedans aussi, c'est pareil. Trop de niveaux d'indentation, trop de code. Vous allez prendre tout le contenu du for, vous allez le mettre dans une méthode privée et vous allez l'appeler. Et vous allez réduire comme ça, progressivement, la taille de vos méthodes. Là, ici, ça, c'est du Rust. Je pense que le développeur a parfaitement compris la notion d'injection de dépendance. Peut-être un peu de trop. Là, il y a trop de services. On en parlait tout à l'heure, les classes Dieu, les God classes. C'est des classes qui font trop de choses, qui ont trop de dépendances. Là, à nouveau, vous allez prendre des services, vous allez les mettre dans des sous-classes. C'est-à-dire vous allez créer des classes. Là-dedans, il y a des classes qui se chargent de routage, il y en a qui se servent de formulaires, etc., etc. Vous allez segmenter ça dans plusieurs classes et vous allez après injecter 2, 3, et puis la classe en dessous, elle aussi, peut-être qu'elle va en injecter 2, 3, etc. Subdivisez votre code. Évitez d'avoir des choses trop importantes comme ça. L'analyse statique, vérifiez justement le nombre de lignes, le nombre de fichiers, le nombre de... la complexité cyclomatique et autres. Et alors par contre, on ne va peut-être pas casser la CI si vous avez 101 lignes au lieu de 100, mais au moins, prêtez attention aux endroits où c'est un peu trop long, un peu trop complexe. Pardon. Un petit bout de code en Python. Alors celui-ci, il est assez rigolo parce que le développeur qui a fait ça, c'est clairement, il est rentré dans ce qu'on appelle l'abstraction hâtive. Là, ici, il y avait une première fonction, enfin un premier morceau de code qui servait à assainir la chaîne. Ça enlève les espaces multiples avec une regex. Je suis fan de regex. Je ne sais plus qui parlait de regex. Bon. Et il a également la possibilité de mettre en majuscule ou en minuscule. Alors déjà, dans cette fonction, il y a un truc bizarre. Il a créé un concept de booléen à 3 états. C'est true ou false, ou si c'est known, je ne fais rien en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu à plusieurs endroits qu'il avait besoin d'assainir et de mettre en minuscules et majuscules. Et à un moment, il est tombé sur un cas où « Ah ouais, mais là, j'aimerais bien pouvoir enlever les fameux espaces, mais je ne voudrais pas toucher à la casse. » Donc, il a rajouté un drapeau, un flag, pour le faire. Alors qu'en fait, lui, ce qu'il avait besoin, c'était juste, donc upper ou lower, il avait juste besoin d'une méthode pour sanitize, et après, derrière, il fait juste upper ou lower. Ce n'est pas de la duplication de code. Vous avez certainement entendu parler de dry. Don't repeat yourself. Moi, je ne suis pas un amateur de dry, je suis un amateur de wet. C'est pas une blague. Donc dry, don't repeat yourself, wet, c'est write everything twice. Écrivez tout 2 fois. C'est-à-dire que vous vous autorisez à écrire une 2e fois du code, même des grosses sections de code identiques. Et c'est à la 3e fois où vous devez écrire la même chose. Là, vous pouvez commencer à réfléchir et vous dire, OK, on va faire une abstraction parce que je l'ai écrit 3 fois, mais vous avez 3 cas d'usage et donc vous aurez une meilleure vision de l'abstraction que vous pouvez faire. Dans l'exemple que je vous ai montré juste avant, je ne sais plus si je le remets, non, je le remets pas. Dans l'exemple que je vous ai montré avant, en fait, il y avait un bout de code qui permettait de faire un sanitize et un bout de code qui permettait de mettre en majuscule, minuscule. En fait, il avait 2 morceaux de code qui étaient l'un à côté de l'autre, répétés plusieurs fois. Et il a eu un cas où il y avait quelque chose entre les deux. Donc finalement, le truc, c'est ça. C'est avant de commencer à faire des abstractions, attendez un petit peu, et c'est quand vous avez une meilleure vision que vous pouvez faire de l'abstraction. Du PHP. Bon, DB, j'aurais pu faire un effort, database, pourquoi pas. Bon, admettons DB, on arrive, on comprend. Params, parameters, ça peut aller. Mais opt, là, ça va pas. Pourquoi opt? Options. Alors déjà, ok, options. Mais dès que vous commencez à mettre un paramètre options ou misc ou je ne sais quoi, vous faites une connerie.
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, le développeur avait besoin de faire des requêtes SQL, et puis à un moment, il s'est dit, tiens, j'ai besoin de mettre une limite. Ah, puis j'ai besoin aussi de changer le search set, ou je voudrais pouvoir faire de l'unbuffered, etc., etc. Et plutôt que de rajouter des paramètres, il s'est dit, bon, je mets ça dans un tableau, et je mets paramètre option, et je vais avancer. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Déjà, quand vous commencez à avoir trop de paramètres dans votre fonction, c'est pas bon signe. La plupart du temps, ce que vous avez besoin, c'est plutôt d'un query builder ou d'un builder, en fait. Là, ici, vous créez une classe, et ce qui vous permettra après, donc c'est une classe immutable avec des withers, eh bien, with parameter, with limit, et puis si on a besoin un nouveau comportement, on va enrichir cette classe sans toucher le nombre de paramètres. Essayez de voir tous les endroits où vous utilisez beaucoup trop de paramètres, regardez si vous ne pouvez pas y mettre une classe, un objet, quelque chose. Faites les recherches, CTRL F, tout ce qui est option, opt, misc. Regardez, vous allez voir. Default aussi, ça marche bien aussi. Ça, c'est du Go qui respecte les principes de la programmation structurée. Il y a un result au début et on envoie le résultat à la fin. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une bonne pratique. On est plutôt sur d'autres méthodes. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut faire, c'est remplacer ça par des returns. Ça va être rigolo. On remplace ça par des returns. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un else juste après un return. Ça n'a aucun intérêt, puisque vu qu'on part, on n'a pas besoin de mettre de else. Donc on va pouvoir enlever les else. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle la méthode du elseless. Si vous mettez un else, dites-vous que peut-être moyen de faire autrement. Ça, c'est une méthode aussi. Alors, parfois, on est contraint de mettre des else, mais dans la mesure du possible, essayez de ne jamais en mettre. Donc là, on a viré. Alors, il y a deux returns, donc du coup, c'est un seul return. Et là, on a deux if imbriqués, c'est un et logique. OK ? Là, c'est devenu quand même un peu plus simple que ce qu'on avait avant, non ? Ça, c'était la programmation structurée. Bon, il y a un autre problème peut-être. Ici, c'est qu'il y a une négation là, ici. Je vais essayer de la changer pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va l'écrire de cette façon. Ça, c'est une autre technique qu'on appelle l'early return. C'est-à-dire qu'on va tout de suite sortir le plus tôt possible sur les cas aux limites. Là, vous voyez, dans ce cas-là, c'est quand x vaut 0 ou y vaut 0, on sort tout de suite. Okay ? Ou ça peut être générer une exception, ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est tous les cas aux limites, on sort le plus tôt possible. Et ensuite, on a le code. Alors, j'ai juste une différence là, mais ça aurait pu être un code plus compliqué. Entre les deux, ils font exactement la même chose. Mais il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. Parce que quand on me demande de décrire cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, j'ai tendance à dire naturellement, cette fonction, elle fait la différence entre x et y, sauf dans le cas où x vaut 0 ou y vaudrait 0. Et en fait, naturellement, j'ai plutôt tendance à décrire celle-ci. En fait, dans le programme, quand vous utilisez la négation, dites-vous qu'il y a peut-être un problème. Il n'est pas rare de voir des gens ne pas être d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez compris la phrase ? Il n'est pas rare de voir que les gens ne sont pas d'accord. Quoi ? Traduit dans du code, ça peut être ça. If deactivated different false. Donc c'est dans quelles conditions on rentre dedans ? Alors different false. Ah oui, different false c'est true en fait. Donc quand c'est désactivé, je rentre dans le code. Dès que vous commencez à utiliser de la négation, voire de la double négation, là il y a un false, le cerveau a besoin justement de rentrer dans un autre mode d'analyse. Il a besoin de trouver la version positive pour ensuite en faire l'inverse. Donc dès que vous utilisez le négatif, dites-vous, peut-être moyen de faire autrement. Si je reprends ce petit bout de code-là et que je le resimplifie, alors c'est pas du Go parce qu'en Go, interdit les ternaires. Vous verrez sur Internet si vous voulez, on ne veut pas mettre de ternaire en Go, donc ça c'est du C. Là ici, est-ce que vous savez si c'est le et logique qui va s'exécuter avant le ternaire ? C'est lequel qui s'exécute en premier ? Est-ce qu'on va faire ces deux-là et ensuite on applique, ou est-ce qu'on va d'abord faire le y ternaire et on applique le et logique ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Les développeurs C, quand ils connaissent bien la précédence, ils savent que c'est d'abord le et logique qui va être fait et après le ternaire. Il aurait mis une parenthèse, il n'y aurait aucune ambiguïté. Et en plus, là c'est un entier. Donc x, c'est considéré comme faux quand c'est supérieur à 0, mais moins 1, c'est du faux ou du vrai ? Mettez directement une comparaison explicite, et comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté.
il y aurait quelqu'un qui passerait ici, qui verrait cette ligne de code, dirait mais c'est quoi ces hiéroglyphes? Entre nous, une seule ligne, est-ce que c'est mieux que ça? C'est pas forcément mieux. C'est pour ça peut-être que en Go, on évite les ternaires, parce que les ternaires peuvent vite rentrer dans des trucs complètement cryptiques. Bref. Utiliser des analyses statiques, à nouveau, pour identifier, par exemple, toutes les problématiques de... j'utilise une condition avec des choses qui ne sont pas des entiers, des booléens, par exemple. Bref, un code sale, c'est un code qui ne fait pas ce qu'il dit ou qui ne fait pas ce qu'il est censé faire. Un code sale, c'est un code qui est surchargé d'informations. C'est un code ambigu, on vient de le voir. Utilisez les analyseurs statiques, ça va vous aider. Mais surtout, n'oubliez pas d'être pragmatique. Une seule ligne de code, c'est pas forcément mieux que 4 lignes de code. Et n'oubliez pas, ça, c'est le meilleur code qui existe. Ça vous fait rire, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bug. Il fait rien, mais il fait bien. C'est une invitation à plus de simplicité. Regardez votre code, essayez d'aller... Cherchez pas les trucs trop compliqués, trop alambiqués. Essayez d'aller au plus simple. Alors ça ne veut pas dire simpliste non plus, hein, attention. Bref, vous êtes votre futur legacy. Merci. Merci Frédéric. On a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des remarques? Des partages d'expérience? Je me fais le porte-parole de à peu près toute la rangée. Singleton, je suis là. Pardon. Je suis là, ici. Singleton. Merci de poser la question. Si on ne m'avait pas posé la question, ça m'aurait inquiété parce que ma conférence n'est pas finie. Je vous ai parlé de code sale. Je ne vous ai pas parlé d'architecture sale. Le singleton, c'est une problématique d'architecture qui mériterait une autre conférence. Je l'ai fait pour justement vous fassiez la différence entre la problématique de code et d'architecture. Je ne vous ai pas parlé d'architecture, je vous ai parlé de code jusqu'à présent. D'accord ? Ça, c'est une problématique d'architecture. On peut en débattre, on peut en discuter, et on en discutera peut-être dans une autre conférence éventuellement. Mais voilà, c'était juste pour préciser ça. Mais si on ne m'avait pas posé la question, j'aurais été embêté, il me restait un slide. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Ah, là-bas. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de testabilité, il me semble, par rapport au code. Alors, j'ai parlé de design testing, puisqu'on est plutôt sur le code. La problématique de testabilité, bien évidemment, on fait des tests, il faut faire des tests, c'est important. Mais là, ça ne rentre pas sur les problématiques d'écriture de code lui-même. C'est comme pour le clean architecture, c'est la même chose. Mais par contre, moi, je fais du design testing. C'est-à-dire que là, je fais des tests de l'écriture du code. C'est-à-dire que je vais venir tester que certaines règles sont respectées. Tous mes contrôleurs doivent être suffixés par contrôleur. Tout le namespace client n'a pas le droit d'accéder au namespace machin. Si vous utilisez des dep tracks ou des choses comme ça, ça c'est du design testing. C'est tester l'écriture du code et non son exécution. Les tests sont aussi une forme importante dans notre métier, mais qui sort du cadre de cette présentation. Pas de souci. On a encore le temps pour les questions. À l'autre bout là-bas, attends, c'est pas possible. Cours. Putain, moi j'y vais. Vous pouvez pas faire dans l'ordre, c'est possible. Donc merci. Simple question. Donc, vous nous avez parlé d'analyseurs statiques. Est-ce que du coup vous avez donc des analyseurs statiques que vous nous conseillez ou simplement c'est des trucs que vous écrivez vous-même ? Non. Des analyses statiques, oui, on va éviter d'en écrire soi-même. Moi, dans le monde de PHP, j'utilise beaucoup PHP Stan. Alors, il y en a qui utilisent Psalm. Je préfère PHP Stan. Mais après, dans d'autres, on peut utiliser du SonarQube. Il existe plein d'analyseurs statiques. Alors, les analyseurs statiques, c'est très bien, surtout dans les langages non typés. C'est vrai que avec certains langages typés, pour peu qu'on utilise les value objects, on en parlait tout à l'heure,
Ça réduit les risques d'erreur. Mais dans les langages typés, ouais, comme PHP en l'occurrence, oui. Mais il y en existe plein. Je n'ai pas forcément de conseils particuliers. Je pense qu'ils se valent tous à partir du moment où il est capable d'analyser, de vérifier que un truc, une fonction toute bête, c'est une méthode ou une fonction qui retourne une valeur et derrière, on n'affecte pas le résultat de la fonction à une variable. On n'utilise pas le résultat de la fonction. C'est un truc tout bête, hein. Et en PHP, on a un attribut qui permet de dire... comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom. À chaque fois, j'oublie le nom, comme quoi je l'utilise pas souvent. Mais en gros, qui indique que le résultat ne doit pas être ignoré. C'est-à-dire que s'il n'est pas utilisé ou affecté, eh bien, ça génère une erreur. Ça, c'est ce qu'on doit faire et tous les analyseurs statiques ne le font pas. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est pas mal, qui permet de détecter les usages. Parce que je suis tombé dans des cas où le code a été modifié. Très souvent, hein, aussi, on a des erreurs parce qu'on modifie le code, on enlève certaines conditions, du coup, elles n'ont plus de sens. Et du coup, c'est pas normal. C'est comme le code zombie. Alors, vous connaissez tous le code mort, mais moi, je connais aussi le code zombie. Le code zombie, il est exécuté, mais il ne sert pas. Parce que le résultat n'est pas utilisé ou en fait n'a aucun impact. Et c'est du code parce qu'on a modifié et à un moment, on ne récupère pas le résultat et du coup, c'est un code qui ne sert à rien. Code zombie. Et dans les analyseurs statiques, par contre, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sortir des indicateurs là-dessus sur les codes zombies ou les. Donc là, par contre, j'ai pas de conseils malheureusement là-dessus. Désolé. Encore une question ? Je me demandais aussi quand est-ce qu'il allait poser une question. Ah, c'est le monsieur de la question piège. Non, pas du tout. Merci pour la présentation, encore une fois. Moi, j'avais plutôt une question, en fait. Est-ce que le code sale est forcément le némésis du code propre ? Parce qu'au début de la présentation, vous parliez justement du code sale en présentant, par exemple, GoTo comme une aberration, où tout le monde dit c'est une aberration. Et moi, je suis un peu plus mitigé sur cette réponse-là, parce que si on prend par exemple le code du noyau Linux, il y a beaucoup de GoTo, notamment utilisé pour la gestion d'erreurs. Et en fait, finalement, on pourrait se dire que c'est aussi un bon pattern d'utiliser le GoTo. Donc, est-ce que c'est pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures aussi ? Alors, il y a les usages, je parlais de programmation, de pragmatisme. Il y a des moments où, certes, on semble être d'accord pour dire que le GoTo n'est pas une bonne pratique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Il peut être intéressant dans certains cas très particuliers. En PHP, ceux qui font du Symfony éventuellement verront que dans la version compilée au warm-up, il y a des GoTo en fait. Hein. Dans Symfony, il y a plein de GoTo. Parce que c'est utilisé dans un but d'optimisation, dans une partie compilée du code. Mais l'utiliser pour renvoyer des endroits et tout ça, il peut y avoir des usages. Je pense que c'est mais c'est plutôt souvent dans des cas d'optimisation, parce que il y a une rupture de lecture qui est un peu compliquée. Il vaut mieux segmenter, vaut mieux faire autre chose. Disons que c'est un indicateur. Quand je vous parlais de code sale, voyez ça plutôt à chaque fois comme des indicateurs. C'est est-ce qu'on peut pas faire autrement ? Et puis après, si vous n'avez pas de temps, vous le gardez, et puis tant pis. Mais il y a, sur le code propre, il y a tellement de débats sur certaines choses. Vous voyez le dry, vous verrez des bouquins qui vous disent qu'il faut éviter de se répéter soi-même, dry, systématiquement. Moi, je dis non, il faut plutôt faire wet. Et comme quoi aussi, il n'y a pas forcément de consensus là-dessus. Et il y en a qui diront wet, non. Voilà, c'est des débats, parfois des débats sans fin. Donc non, je suis d'accord avec vous. Il y a par moment, il faut être intelligent et se dire là, on va laisser comme ça, ou non, c'est vraiment un objectif. Il faut pas être. Moi, je veux pas qu'on soit jusque boutiste justement sur notre code. C'est un peu c'est la chasse que je fais. Et très souvent, je dis à mes développeurs, non, moi je préférais comme ça, et puis ils sont tous à me dire, on aime bien. Bon, ok, gardez alors. Moi, je l'aurais fait autrement, mais ils sont tous d'accord pour dire que c'est comme ça. Je garde. Il faut accepter la démocratie. Est-ce qu'il y aurait encore une question dans la salle ? 2 en même temps, la vache. Ça rigole pas.
Merci pour la présentation. C'était juste un peu par rapport à ce que tu viens de signaler là. Si d'un seul coup, tous les collègues écrivent du code sale, alors que toi, tu écris du code très propre, est-ce que d'un seul coup, il vaut mieux écrire du code sale comme les autres pour être plus uniforme finalement Alors, il y a un moment, je voulant sortirais faire un mes code galons quand différent. même. Il y a un moment, je dirais, c'est moi le chef, donc stop. Même s'ils sont tous... Mais moi, j'essaie d'amener mes développeurs là-dessus, c'est que... Moi, par exemple, en PHP, j'aime bien utiliser le AND, le AND, plutôt que les e-commerciaux, là, parce que je suis un ancien développeur, j'ai fait beaucoup de Delphi, j'ai fait d'autres langages, et moi, j'aime bien le mot AND, AND. Il existe en PHP, mais il a une précédence très légèrement différente du WE commercial. Et à un moment, j'étais là, je dis, moi je préfère le end. Et ils ont tous dit, bah non, nous on préfère le e-commercial. Alors, j'ai accepté. J'aime pas, mais par contre, sale, s'ils me disent, s'ils me prouvent que c'est pas sale ce qu'ils font, bah j'accepterai. Mais je vois pas un développeur qui me dire, non, on fait comme ça, c'est sale, mais on fait comme ça. Ou alors on est pris par l'urgence. Mais à aucun moment, les développeurs vont me dire, bah non, on va faire salement parce qu'on a envie. Ah bon? Non, je vais pas me laisser faire quand même. Il y avait une dernière question, oui. Merci pour la présentation. J'avais une question. Au début, vous avez parlé du coup de l'IA qui générait du code propre ou sale en fonction du contexte qu'on leur donnait, etc. Mais est-ce que, je vais peut-être créer du débat, mais est-ce que vous pensez que l'IA, un jour, dans un futur lointain ou proche, pourra créer du code propre et potentiellement remplacer totalement ou quasiment les développeurs? Oui. Merci. C'est aujourd'hui, en l'état actuel des choses, clairement l'IA est assez problématique. Mais je pense qu'il faut l'accompagner, je pense qu'on mettra en place des agents qui vont... en fait, il faut qu'on rajoute d'autres couches pour empêcher, par exemple, quelque chose qui détecte les duplications ou quelque chose qui détecte les failles de sécurité, quelque chose qui... etc. Donc il va falloir qu'on rajoute... mais finalement, c'est plutôt une question de pognon. Il y aura des IA, je pense, qui fonctionneront bien et qui pourront. Et moi, ça fait depuis avant même ChatGPT, j'avais fait une conférence en 2017 qui n'a pas été enregistrée, mais j'ai fait croire que j'avais développé. Je suis arrivé en conférence, j'ai fait croire que j'avais développé une IA qui créait des applications et j'ai fait une démonstration. Et j'ai dit à une personne, vous voulez autre chose parce qu'il y avait un texte affiché. Il me dit lorem ipsum. Je dis change par lorem ipsum. Et là, lorem ipsum c'est affiché. Et les gens ils disaient qu'est-ce que c'est? Il a vraiment créé une IA? Non, c'était juste scripté, c'est juste que j'avais de la reconnaissance vocale. Et je leur ai dit, mais plus tard, il va y avoir des IA, ça va progresser, ça a été plus vite que je ne le pensais. Il va y avoir des IA qui vont créer du code et on va se concentrer sur la création de l'application et plus sur le code. Le code, on n'en aura rien à faire de ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il soit sale, qu'il soit propre, ça ne sera pas un problème. Si l'IA est en mesure après de la maintenir. Et là, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'IA ne peut plus gérer ce qu'elle génère elle-même. Elle est incapable de gérer aujourd'hui ce qu'elle crée. À partir d'un certain temps, si on demande de modifier, elle pète tout, elle ne s'en sort pas. On aura peut-être des IA qui pourront faire. Et là, à ce moment-là, le code qui sera à l'intérieur, on n'aura plus rien à faire. Mais ça sera un outil, c'est-à-dire qu'on ne codera plus en Java, on ne codera plus en C, on exprimera notre besoin technique. Parce que les product owners, quand ils viennent me voir, ils me disent « moi, je voudrais une boîte d'authentification », ils ne me donnent pas la couleur du bouton, etc. Moi, je remplis les trous, généralement. Les développeurs, vous avez constaté, on a un besoin, et la plupart du temps, le développeur va combler les zones de flou, ou en tout cas les trous qui manquent dans l'expression de besoin. Et j'imagine mal un product owner venir prompter en donnant exactement, ligne à ligne, tout ce qu'il a besoin. Donc il y aura toujours besoin de gens pour coder, pour écrire des applications, réaliser des applications. Par contre, il y en aura besoin peut-être de moins. Et ceux qu'on gardera, c'est ceux qui sauront l'utiliser. Donc aujourd'hui, utilisez l'IA. J'ai eu un discours en vous parlant d'IA. Aujourd'hui, moi, je l'utilise. C'est pas toujours probant, mais voilà. C'est ma vision. Merci beaucoup, Frédéric.